Il domine le Lot à 60 mètres de hauteur. Le château fort de Sennevières date du XIIIe siècle. Transformé à la Renaissance, il est classé monument historique depuis 1957. Je vais vous situer quand même le château au point de vue histoire, que vous sachiez où vous êtes. Autrefois demeure des marquis de la Tour du Pin, son propriétaire actuel le fait visiter depuis 42 ans. Bon. Voyez les chaînes du pont là? Avant lui, ses parents ont entretenu l'édifice sur leurs fonds personnels et en partie grâce aux subventions des monuments historiques. Chaque année, il accueille 15 000 visiteurs séduits par le site exceptionnel et le château. Je passe ma vie depuis 50 ans à refaire des toitures. Grâce à vous, mes seigneurs, il y a aucun... D'abord, en 4 fois, j'ai refait tout le toit de l'Auze que vous avez là-haut. Financé à 50% par l'État et 50% par le propriétaire, les travaux sont exécutés par des entreprises agréées, car la demeure reste vulnérable. Il y a 4 ans, à cause d'une infiltration, le plafond, autrefois plâtré de cette salle, s'est écroulé, révélant ses peintures médiévales. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce plafond, que mes grands-parents n'ont jamais vu. Ce plafond a été simplement nettoyé, mais pas repeint. Eh bien, vous avez ici toute la ville d'Istanbul. À la surprise générale, parce que je ne m'attendais pas du tout à voir Istanbul à Sennevières. Bien sûr, cela coûte cher. En plus des subventions de l'État, le châtelain a une recette pour conserver ce patrimoine. Alors, d'abord, il faut beaucoup de passion. Et puis, il faut y habiter. Et il faut montrer tout, tous les jours. La vie de château, ça consiste à travailler, faire rentrer aussi des sous. Eh bien, on peut garder tout ça et refaire nos toitures avec tous ces charmants visiteurs qui vont ensuite laisser leur obol. Sa famille est là depuis 209 ans et ses enfants et 25 petits-enfants l'aident chacun à leur manière. C'est vos parents respectifs qui, tous ensemble, ont refait entièrement ce dallage. On a fait ça tout seul, sans l'aide de personne, mais on y est arrivé. S'il n'avait pas commencé il y a 50 ans, seul avec sa femme, le château serait en ruine. À 82 ans, il reste vigilant. Je fais ça très souvent pour des réparations urgentes, une tuile cassée, la gouttière dessous. Allez, vas-y, fais-moi passer une tuile. Voilà. Ok, parfait. Là voilà, une de plus. Un château comme ça, je ne suis que l'intermédiaire. Avant moi, après moi. Et je fais le lien. J'espère que mes descendants feront la même chose. Il y a encore des travaux à réaliser, mais Guy de Braquillange a la foi et la communique en permanence. Même si la tâche semble démesurée, Sennevières continuera à vivre. Bâti au XVe siècle au cœur du Val-de-Loire, le château des Réaux a, depuis sa construction, toujours appartenu à des femmes. Cette maison appartient à ma famille maternelle depuis un peu plus de 100 ans. Il n'était pas question que cette maison quitte la famille, parce que c'était un château que ma grand-mère aimait, que maman aimait, que mon arrière-grand-mère aimait, et du coup, je l'aime. Ce lien très fort avec les femmes de sa vie, Florence y pense chaque jour dans la petite chapelle, à 2 pas de la maison de son enfance. Une façon de se ressourcer pour affronter les très longues journées qui débutent dès 7 heures du matin. Les petits déjeuners des Réaux sont très copieux. 3 sortes de pain, croissants, gâteau fait maison par notre cuisinière, yaourt, fromage, jus d'orange, compote quand il y en a, confiture maison, fruits, café à volonté, thé, chocolat. C'est comme un brunch. Le château des Réaux, c'est 16 heures de travail quotidien. Ah, bonjour. How do you do? Oh, ils sont déjà là. Il manque rien, il manque rien. If you want to sit. Voilà. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous avez bien dormi? Excellent. L'accueil, l'intendance, la décoration, la maîtresse des lieux voit tout, supervise tout. Je cavale toute la journée. Il m'arrive de monter
42 fois 65 marches. Ce sont des grandes maisons, ce qu'on dit des grosses maisons. Il y a beaucoup d'étages. Et puis ce sont des maisons très 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 fatigantes, de par leur dimension. L'aventure de ce château est aussi celle d'un couple. Sur 8 hectares paysagers et 1000 mètres carrés à l'intérieur, Florence et son mari ont réinventé les réaux, instaurant un état d'esprit fondé sur le service et l'accueil. Jean-Luc, depuis 22 ans, restaure cette propriété. 22 salles de bain, 10 kilomètres de pose de tissu, je crois, ce jour. Dépose et repose de carrelage incroyable, je ne sais même plus, on ne compte plus. Les chambres aujourd'hui rivalisent de confort avec celles des hôtels de luxe. Chacune a son histoire, sa couleur, sa personnalité. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas l'eau, pas l'électricité, pas le chauffage. Donc j'ai fait de la plomberie, j'ai fait du carrelage, j'ai fait de la tapisserie. Pour nos autres 17 chambres et les nôtres et celles de nos enfants. Donc 25 chambres. C'est de la création perpétuelle. Ça, c'est très valorisant. Puis nos autres sont contents. Donc il y a un retour sur le travail qui est excellent. Même si les escapades au réaux sont de courte durée, c'est toujours la même part de rêve que les hôtes viennent chercher. Voilà, nous sommes dans un des salons des réaux. Dans cette pièce, j'y ai passé toute mon enfance. C'est bourré de souvenirs, que je ne dise pas de bêtises, qui a été entièrement restaurée sous Napoléon III. Ah, j'adore cette pièce, c'est la pièce préférée des réaux. C'est le salon des petites grand-mères, parce que toutes mes petites grand-mères sont accrochées sur le mur. Je crois que c'est le secret des réaux. Il n'y a pas, vous savez, sur les portes privées, défense d'entrée. Nous, tout est grand ouvert, ça fait partie du jeu. Nous partageons notre maison avec nos hôtes. Chaque visiteur qui vient ici, moi je le considère comme un mécène. Hein. Donc, le regardant comme quelqu'un, c'est grâce à ce quelqu'un que cette maison revit. Avec 500 000 francs de dépenses incompressibles chaque année, les réaux doivent pour vivre générer plus de 2 millions de francs de chiffre d'affaires. C'est beaucoup de sacrifices, mais consentis. Tout est pour ce château. Tout. Mais ce qui est très gratifiant, et c'est pour ça que nous avons des ailes et qu'au bout de 22 ans, nous avons encore le même enthousiasme, c'est parce que vivre dans du beau, ça n'a pas de prix. La réussite des réaux est sans nul doute son supplément d'âme. Aujourd'hui, ce château appartient à celui qui le regarde. Une femme à sa fenêtre, une châtelaine d'aujourd'hui qui inspecte ce qui sera un jour son domicile, le château de la Cerverie, une merveille de l'Aveyron. 5 siècles au moins séparent ces murs de la main qui les touche. Quand j'habiterai ce château, je penserai certainement à ceux qui étaient là avant moi. Je penserai aussi à ceux qui y seront et que j'y suis de passage. Le travail de restauration, pour moi, c'est un travail qui représente beaucoup plus que rebâtir des murs. Ça représente déchiffrer une vie de ceux qui y ont habité, connaître leur histoire. J'aime beaucoup ce temps de restauration. Heureusement, car il reste beaucoup à faire. Pour ce couple, l'aventure a débuté il y a 6 ans. 1993, l'achat. 1994, le classement comme monument historique. Depuis, le chantier est incessant et ruineux malgré les subventions. Tous les artisans, tous les matériaux viennent de la région, le bois des charpentes, les lauses du toit, le grès rouge des murs. C'est un coup de cœur, hein. On s'y est senti bien, il nous a plu. C'était un acte totalement déraisonnable. Notre banquier, notre notaire nous ont dit que nous étions fous. Je veux dire, on restaure des tableaux, on restaure du mobilier, on doit bien restaurer des châteaux. J'y consacre tout mon temps libre. Ça, c'est clair. Et votre argent? Et tout l'argent. Tout l'argent, oui. Il faut une sacrée dose d'inconscience pour être courageux. Il a fallu refaire 4 fois cet épi de fêtage qui couronne la tourelle. Les artisans sont fiers de travailler à l'ancienne et les châtelains sont perfectionnistes.
La première fois que j'ai vu le château, il était dans un état pitoyable, je dirais. Enfoui dans les ronces, on pouvait à peine l'apercevoir. Et il était sans toit, avec des lambeaux de murs qui s'effondraient. Un très beau lieu, un peu secret, un peu à part. Au bout du village, on arrivait dans un endroit qui se démarquait totalement de ce qu'on venait de traverser. C'était un peu magique. Le petit village de Mouret et ses 30 habitants ont vu arriver les nouveaux propriétaires avec scepticisme et même une légère ironie. Mais quand le château a retrouvé sa toiture, l'affaire est devenue plus sérieuse. Et puis le châtelain, lui aussi, est né dans l'Aveyron. Alors maintenant, c'est avec satisfaction et plaisir que les villageois suivent les travaux. Eh bien, moi j'en suis fier, quoi. Bon, c'est vrai, on ne peut pas mieux dire, vous savez. De le voir en très bon état, ça rajeunit un peu. Là, nous sommes en train de poser le blason. C'est un acte qui me paraît assez symbolique, dans la mesure où les familles nobles, lorsqu'elles quittaient leur château, emportaient leur blason. Donc là, on termine effectivement par cet acte pour marquer la fin d'une restauration. Moi, ça me fait beaucoup plaisir, parce que c'est un peu comme si on me donnait les clés d'un édifice. Et pour célébrer cette étape, la remise en place du blason des premiers seigneurs du lieu au XIIIe siècle, les châtelains d'aujourd'hui, les artisans et quelques villageois partagent gaiement les produits du terroir. Peu importe si le décor, l'intérieur du château est encore en ruine. Son tour viendra bientôt de renaître, d'oublier les années d'abandon. Ça y est, il existe dans le paysage, il existe dans les textes, il est là, il a repris son droit de vivre. Et ensuite, c'est l'image qu'il peut donner, l'image du pays auquel il appartient, l'image des hommes qui occupent ce pays. Et pour moi, c'est très important que ma région ne soit pas une région de ruines. Certaines personnes le ressentent. Certaines personnes ne franchissent pas plus que le pont d'entrée. Depuis 4 siècles, elle attend le retour de son amant. Toutes les nuits, la Dame Blanche hante les ruines de son château. Ce fantôme a un nom, Marguerite de Calvimont. Surprise dans les bras d'un troubadour, elle fut assassinée par son mari jaloux. La légende est basée sur des faits réels. Ça relate un crime odieux. L'assassinat d'une femme par son mari pour une histoire de sordide d'argent, d'héritage. Et je pense que ça a défrayé la chronique et ça a frappé les imaginations à l'époque. Ça s'est passé en 1605. Et Marguerite de Calvimont devait avoir 20 ans. Même au soleil, le château qui date de la fin du XVe siècle conserve intact son aspect mystérieux, abandonné depuis des siècles. Le côté ruine, c'est magique, et puis surtout, ça a conservé son authenticité. Donc il n'y a pas eu de transformation, ni au XVIIIe, ni au XIXe, ni au XXe. Donc le château a conservé complètement son authenticité. Pour en savoir plus sur l'histoire du lieu, on déterre le passé. La bâtisse actuelle est construite sur une ancienne fortification du XIIe siècle. Tout l'été, ces passionnés d'archéologie ont travaillé au pied du château. C'était intéressant de conserver un château en ruine et de ne pas vouloir en faire quelque chose de trop pompeux. C'était une de ses qualités et qu'il fallait la conserver. Comme toute ruine, il y a un aspect un peu romantique. Magnifique, mais maudit. Car si au XVIIIe siècle le château est abandonné, c'est parce qu'il est le théâtre d'un trop grand nombre de drames, avec toujours pour enjeu la possession du château ou celle de la fortune des riches propriétaires. Ce château a une histoire tragique. Il y a eu une série de crimes entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Pour l'instant, on a recensé 13 crimes liés à des histoires d'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes et beaucoup de choses qui se sont dites sur ce château. C'est un lieu qui fait rêver, où l'imagination des gens coule à flot. De quoi alimenter fantasmes et légendes locales, d'autant que l'apparence sauvage du lieu sera conservée, les nouveaux propriétaires y tiennent. C'est l'assurance de voir préserver encore longtemps l'esprit mystérieux de Marguerite et la mémoire tragique de ces murs cachés au cœur du Périgord. Propriétaire terrien au sens noble du terme, Emery de Rochechouart de Mortemart vit avant tout pour son château et le domaine qui l'entoure.
Je me sens profondément enraciné dans ma terre. Peut-être que les gens de la ville ne peuvent pas le ressentir, mais moi je ressens profondément cet attachement viscéral, je dirais même, que j'ai par rapport à la terre. 350 hectares arpentés tous les jours, Emery de Mortemart multiplie les activités qui comblent son tempérament d'agriculteur. Moi, c'est une joie profonde, c'est d'être vraiment intégré dans la nature. J'ai la pisciculture, l'élevage de charolais, la sylviculture puisqu'il y a une forêt, et puis le château où je reçois beaucoup de visiteurs. D'aspect gothique, achevé à la fin du XVe siècle, Meillan n'a rien à envier au plus beau château de la Loire. La vie de château pour son propriétaire, c'est le plus souvent possible faire partager sa passion. Ici, nous sommes dans la chambre d'honneur, où les personnages importants étaient reçus. J'ai vécu toute mon enfance, je suis né ici. Mais étant jeune, avec mes frères, on faisait mille folies, que quand on allait en équilibre sur les toitures, sur les balcons, ou que là, dans la salle des gardes, on prenait les boulets et que l'on jouait à une sorte de pétanque, on aurait pu tout casser. Tous les jours, ce gardien scrupuleux effectue le tour du propriétaire sur 3000 mètres carrés. Lui qui croyait tout connaître de Meillan a découvert par hasard, il y a quelques années, une pièce cachée derrière une armoire. Meillan est un trésor, c'est le trésor parmi les trésors. Mais ça n'indique pas une fortune, hélas, parce qu'une fortune, c'est quelque chose qui vous donne des revenus. Et Meillan ne donne pas de revenus. Tous les sacrifices peuvent être permis. C'est un amour immodéré que l'on a et on fait très attention à tout, dans la mesure du possible et de ses moyens. Bien que le château soit classé et que l'État subventionne la moitié des travaux, son entretien nécessite des moyens financiers qui engloutissent jusqu'au dernier franc de revenus. Pour restaurer la toiture, il a fallu emprunter 1 million de francs. Je m'identifie totalement au château. Ça fait partie de moi, ça fait partie des racines, de mes racines, mais des racines de ma famille aussi. C'est très important, toute la famille a vécu là. Donc je suis un des maillons, et un maillon temporaire, puisque la vie est très temporaire. Et qu'après, j'espère qu'il y aura un autre maillon de la famille qui me succédera. Les efforts et parfois les sacrifices qu'implique la vie à Meillan n'ont d'équivalent que la fierté d'entretenir un patrimoine hors du commun et le bonheur d'être ainsi fidèle à son identité profonde. J'ai une chance extraordinaire de vivre dans un cadre pareil. On n'est pas très nombreux à avoir cette chance de vivre dans un cadre comme ça. C'est extraordinaire. Non seulement j'en suis le conservateur, le propriétaire, je fais tout, je participe à tout. C'est extraordinaire. Une tâche immense qui ne permet pas de vacances et peu de loisirs, mais une tâche à la hauteur d'une très belle ambition, vivre sa passion dans la patience. À quelques kilomètres de Vézelay, le château de Bazoches est étroitement associé à l'histoire de France depuis les croisades. Le souvenir de Vauban, leur ancêtre, permit aux actuels propriétaires de le faire classer monument historique. Grâce au système d'attaque de la ville de Maestricht qui a été prise en 14 jours avec très peu de pertes humaines, Louis XIV, émerveillé par le système d'attaque de Vauban, a décidé de lui accorder une subvention très importante de 80 000 livres et tout de suite Vauban a racheté le vieux château de Bazoches qu'il a transformé en garnison militaire. Là, il y avait un champ de vaches. C'était un no man's land, comme tout l'environnement du château. Il y avait quelques arbres. Ouvrir au public, cette décision, Arnaud de Sigalas l'a prise il y a 13 ans. 8 ans de travaux pour une métamorphose et une demeure en très bon état. J'ai voulu faire un petit clin d'œil au maréchal de Vauban, qui est le père de l'hexagone, comme chacun sait, des polygones parfaits. 1 hectare de toiture à refaire, des collections historiques, des primes d'assurance colossales. Conserver le patrimoine était aléatoire. Quand vous avez une maison qui existe depuis près de 8 siècles, c'est lourd de conséquences de dire ça va être à ma génération à moi qu'on va tout abandonner. Voilà, il y a quelque chose qui vous pousse, qui est plus fort que vous. Heureusement qu'il y a des éléments comme cela pour vous inciter à aller de l'avant. C'est vraiment l'ensemble que Vauban avait à l'époque où il habitait le château. Donc,
avec de la tapisserie aux petits points laine et soie. Donc on appelle de la turquerie parce qu'il y a les personnages qui ont des turbans. Et vous pouvez remarquer aussi qu'il y a de la chinoiserie. 40 000 visiteurs par an, cela permet de couvrir uniquement le budget de fonctionnement. Les subventions de l'État représentent 40% des principaux travaux. Pour le reste, le châtelain a dû emprunter. Vous avez vu ici, en traversant les salons, que les meubles, les tableaux, les tapisseries sont restaurés. Il y a des bouquets de fleurs dans les vases. Nous tenons à montrer au public que c'est un monument historique, mais c'est également une propriété privée, familiale, habitée. Donc, on retrouve 150 mètres carrés, c'est la pièce maîtresse retrouvée, la Grande Galerie. C'est là où Vauban a travaillé avec ses ingénieurs sur la stratégie de défense du territoire. Je me souviens d'un long couloir qui était donc sur la partie droite, avec au milieu, donc à la place du plan de Neubrisach, il y avait ici un ping-pong où j'ai plein de souvenirs avec mes frères et sœurs. Donc c'est ici qu'il faudra faire le dîner. Le dîner de prestige est une source de financement si son père se définit comme un patron de très petite entreprise. Amaury Tsigalas, lui, parle de produits touristiques et d'évolution. On ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de refuser quelconque chiffre d'affaires. Nous avons des demandes pour des dîners au château pour un effectif de 50 à 60 personnes. Lorsque un propriétaire décide d'ouvrir sa maison au tourisme, il y a un véritable sacrifice. Les journées du patrimoine sont pour beaucoup une occasion de faire connaître leur domaine. Ici, les enfants de moins de 18 ans pourront visiter gratuitement. Beauté de cuir souple comme il se doit, la montre goussée à la ceinture, la moustache et l'œil coquin, voici le chaboté horloger. À moitié homme, à moitié chat, ces automates, en amusant les enfants, leur enseignent ces petits riens qu'on ne trouve pas dans les manuels scolaires. C'est un orchestre de chaboté. La reconstitution très fidèle d'un orchestre de chambre du XVIIIe siècle, avec les instruments de musique de l'époque, passionne les enfants. C'est le choix que nous avons fait de faire un château véritablement parent-enfant, c'est-à-dire que toute la famille puisse trouver du plaisir à visiter Breteuil, car souvent dans les châteaux, les enfants s'ennuient, on ne s'occupe pas beaucoup d'eux, et nous avons voulu que les enfants soient un peu les rois. Je crois que dans un monument, il est indispensable de s'intéresser aux enfants, afin que les enfants aiment l'histoire, la littérature, et les jardins, et en l'occurrence les contes. Donc vous avez vu Barbe-Bleue ? Plusieurs conteuses entraînent petits et grands dans les frissons des contes de Perrault. Nous voici transportés dans la grande salle du château de Barbe-Bleue. Barbe-Bleue dit à sa femme qu'il devait partir en voyage. Et donc il lui confia les clés du château. Voilà, la clé du petit appartement du bas, au bout de la grande galerie. Mais je vous interdis d'y aller. Sinon, d'accord ? Jouer sur les intonations, faire vibrer la corde sensible pour captiver son auditoire, fait partie de l'art du conteur. Ça fait 6 ans que je fais ça. Et j'avoue que je n'ai pas vécu une histoire pareille. Dans une semaine qui est quand même assez chargée, j'avoue que j'aime me retrouver le dimanche entourée de tout mon petit monde et puis d'aller d'un endroit à un autre pour raconter des histoires qu'ils connaissent mais qu'ils aiment entendre encore une fois. C'est dans les écuries du château que les enfants vont découvrir le chaboté et frémir à ses aventures. Presque humain, en habit de cour cramoisi, la souris à la boutonnière, le fidèle serviteur du marquis de Carabas à fière allure. Frappa, il entra, et là il se retrouva nez à nez avec l'ogre et lui dit « Monsieur l'ogre, on raconte ici et là que vous pouvez vous transformer en n'importe quel animal. Mais c'est pas possible ça, hein ?» Si, c'est possible. Mais bien sûr que si, c'est possible, lui dit. Pendant que le loup y est pas, si le loup y est pas. En se promenant dans les bois, bien sûr, on évoque le loup qui pourrait s'y trouver. C'est ainsi que la petite troupe arrive à la maison de Mère Grand pour y rencontrer le petit chaperon rouge. Mère Grand, vous avez de grandes dents. Mais c'est pour mieux te manger, mon enfant. Dans cet univers enchanté, il y a beaucoup d'autres contes, d'autres personnages et même des fées.
Il suffit de se faufiler dans le royaume des rêves. Bienvenue, vous entrez dans les jardins de Brécy. Je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés. Un don du ciel, une divine surprise. Entre ce jardin caché dans le bocage normand et son propriétaire, l'attirance fut immédiate. Pour saluer la lune. Je me suis retrouvé en Normandie parce que je suis tombé amoureux de l'endroit, au bout d'une heure. Et je suis sorti d'ici en disant que j'espérais y finir mes jours. C'est une passion. Une passion dévorante qui donne autant qu'elle prend. Le jardin réclame du temps et de l'argent. Il exige de l'imagination et de la rigueur, de l'amour et des efforts à l'infini. Brécy ne se révèle et ne se donne vraiment qu'à ceux qui abandonnent tout pour lui, y compris leur propre toit. La maison est un lieu où on habite pour profiter du jardin. À la limite, on pourrait y avoir une tente. Et chaque jour, puisque Brécy ne souffre aucune négligence, les hommes se penchent sur le parterre de broderie. Taillant, rectifiant et égalisant le buis, ils écrivent de leurs mains un poème vert dans lequel pierres et végétaux se répondent. On fait à la main les courbes, et là, sur les lignes droites, on augmente un tout petit peu l'épaisseur par rapport à l'année dernière. On avait taillé à 20 cm d'épaisseur et on taille à 21,5 cette année. Il y a un partage très rigoureux. Ma femme a l'autorité totale à l'intérieur des murs et je l'ai à l'extérieur. Barbara a mis elle aussi toutes ses forces et son énergie créatrice au service d'un lieu qu'elle aime profondément. L'architecture est une chose extraordinaire, admirable, très très savante. Vous savez, il y a 1 degré dans la pente, il y a des effets qui créent la perspective. C'est un endroit tout à fait rare. Et il faut que la végétation accompagne l'architecture. Je n'avais jamais travaillé dans un jardin comme ça, mais c'est passionnant. Les fleurs bleues sur les pierres, c'est ce qu'il y a de plus beau, et un peu de blanc pour rapprocher les lointains. Quand vous avez du blanc quelque part, tout de suite cet endroit est plus proche de vous. Même l'hiver, quand il n'y a pas une fleur, il est très très beau. Parce qu'il est dessiné, qu'il a une colonne vertébrale. Et que ça, c'est la base. De l'origine de Brécy, on ne sait presque rien, si ce n'est qu'il est classé depuis 1903. Regarde l'oiseau qui prend son bain. Tour à tour protégé et abandonné, il est aujourd'hui dans la force de l'âge. Ses parents adoptifs forment pour lui des projets d'avenir pour encore et toujours l'embellir. Canal plat ou canal avec toute petite pente et avec petites choses, petites rigoles comme ça. Canal plat. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. Une œuvre d'art pleine de vie, telle pourrait être la devise du jardin de Brécy. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Tout d'abord, il y a l'espace, le vent. Et puis, allongée sur le rocher, une sorte de forteresse au joli nom, Brouze du Larzac. C'était une métairie, une ferme, puis un rendez-vous de chasse. C'est aujourd'hui la maison et l'atelier d'un couple d'artistes. C'est une grande aventure, c'est l'œuvre d'une vie. On a pris racine, mais comme les plantes ici, les buis, les genévriers, la végétation est lente, elle a du mal à prendre racine, mais parmi la pierre, parmi le rocher, une fois que c'est pris, je crois que c'est bien pris. Les marches de l'escalier, les pierres des murs sont usées par les siècles. Et ce passé, en Tours, inspire parfois la brodeuse, tapissière, dessinatrice. Elle a rencontré sa maison en 1969, un souvenir qu'elle n'oubliera jamais. Son mari et elle avaient décidé de changer de vie. Par un jour de juillet, un temps torride, on vient ici et on a un sentiment mais très très fort, naïf aussi, que cette forteresse nous attend.
Elle était abandonnée depuis un demi-siècle. Elle a été pillée abondamment. La toiture principale était complètement effondrée. Et je crois que le sentiment premier pour nous, ça a été la compassion pour cette, cette personne qui est en fait, oui, un objet et bien plus qu'un objet. 30 ans plus tard, il la restaure encore patiemment. L'habitation principale vient juste de retrouver sa charpente de chêne et son toit de lauze. Le chantier a duré 1 an, a coûté 1,5 million de francs et pour la première fois, ils ont reçu des subventions. La maison est classée depuis 1990. Alors ça veut dire qu'on n'est aidé que depuis cette période. Auparavant, c'est nous qui avons financé l'ensemble des travaux. Mais c'est vrai que ce bâtiment-là était tellement important qu'on n'aurait probablement pas pu le faire tout seul. Il était seul en revanche pour restaurer cet escalier et cette aile de la maison. Il en a fait un gîte, une location originale et confortable. J'ai fait la charpente, la menuiserie, aidé de mon fils aussi. Pratiquement, il n'y a pas 1 centimètre que j'ai pas touché dans cet espace. C'est bien aussi de faire partager ce monument avec des gens de passage qui vont l'aimer. Ils vont avoir un regard critique dans leur façon de vivre et on va peut-être modifier aussi notre rapport à cette maison. Claude Baillon est maître verrier. Dans son atelier, il donne une deuxième chance, une nouvelle vie à de simples bouteilles vides. Et il considère qu'il fait la même chose avec sa maison. Mais parfois, sa patience s'épuise. Il y a des moments d'harmonie, mais il y a des moments de révolte et il y a des moments de ras-le-bol. On se dit, mais pourquoi faire tout ça? Ça sera jamais fini. De toute façon, les gens qui viendront après nous, ils continueront. C'est comme un objet d'art. Un objet d'art, il se transmet à des gens et il vit avec des gens différents et dans un rapport différent. À force de consacrer leur temps, leur énergie et leur argent à une maison, à force de vivre dans les communs, ici l'ancien four à pain, ce couple d'artistes se sent parfois un peu prisonniers, piégés dans leur vaisseau de pierre. C'est une maison autoritaire, elle est forte, hein, elle a des murs épais, on les bouge pas comme ça. On est obligé, nous, à l'intérieur, de se plier à ses volontés. Ce sont de belles volontés, c'est harmonieux, n'empêche que c'est elles qui gagnent sur nous. Mais au fond, ils ne regrettent rien. Ils ont pris leur place dans la chaîne des propriétaires de cette maison, dans 700 ans d'histoire. Vu du ciel, il a la majesté des châteaux cathares, et juché sur sa haute colline, la fierté des grands seigneurs du Périgord, voici Castelnau. C'est un monstre de pierre conçu entre les XIIe et XVe siècles. Durant toute son histoire, les Anglais et les Français se le disputèrent. Détruit en partie, reconstruit puis abandonné, Castelnau devient finalement au XIXe siècle un château fort fantôme. Aujourd'hui, Kléber Rossillon a pris le relais de ses parents pour restaurer Castelnau, une restauration qui débuta en 1965. Depuis que je suis tout petit, j'ai accompagné mes parents sur les échafaudages. Chaque pierre, je la connais. Et ça, je ne me lasse pas de le voir. Nous avons reconstitué les baies du XVe siècle, 7 baies du XVe siècle, dont certaines très importantes. C'est quelque chose que je ne me lasse pas de regarder. Depuis, le château est devenu musée. On y découvre la vie féodale à travers gravures et reconstitutions. Mais il s'agit ici du musée de la guerre au Moyen-Âge. Et l'on apprend comment les châteaux de l'époque étaient assiégés, notamment grâce aux fameuses catapultes et autres mangonneaux. De Castelnau, on aperçoit au loin un autre château plus petit, celui de Marquessac. Il date du XVIIIe siècle et s'y convergent ici des centaines de milliers de visiteurs chaque année, c'est que ces jardins sont classés monuments historiques. Entre le château dédié à la guerre et celui-ci dédié à l'amour, le même propriétaire, un ingénieur en aéronautique qui, pour satisfaire sa passion, a repris cette seconde demeure. Un château ne suffisait pas. Non. Pourquoi ce deuxième?
parce que les jardins de Marquessac étaient un endroit extraordinaire, fermé au public, et que avec mon équipe qui exploitait à l'époque Castelnau, nous avons eu envie de faire partager notre découverte. 150 000 buis centenaires constituent ces jardins qui sont nés en 1861 par la volonté d'un magistrat passionné d'arboriculture. Est-ce qu'on est vraiment en Périgord ici ? On est à mi-chemin entre Périgord et Italie. Le Périgord, avec tous les paysages qu'on a autour de nous, toutes ces collines boisées, la Dordogne qui coule au pied. Et l'Italie, par la végétation qu'on a sur le site, le buis, le chêne vert, et puis tout cet aménagement en terrasse qu'on a ici sur Marquessac. Des passions qui, au fil de l'eau, ont fait l'histoire du Périgord noir. Construite à la fin du XVIIe siècle, Flaugeac fut à l'origine une folie. C'est ainsi que se nommaient les résidences d'été des notables de Montpellier. Le château appartient à la même famille depuis exactement 304 ans. Henri de Colbert en est à la 8e génération, le propriétaire. Il y habite avec les siens depuis la disparition de son oncle en 1980. Il a alors abandonné son métier pour se consacrer exclusivement au château. Le choix, j'ai tout de suite assumé avec joie et avec plaisir, sans me rendre compte d'ailleurs de tout ce que ça comportait, de charges, de difficultés et autres. Et j'étais bien entendu en contrariété, en contradiction avec mon banquier qui me disait « tu es complètement fou, tu es complètement idiot d'assurer cette charge qui financièrement ne sera que engendrer des dépenses et pas de recettes suffisantes pour vivre ». Cette mise en garde eut sur les Colbert l'effet d'un défi. Non contents d'entretenir leur maison, ils ont souhaité recréer les jardins à la française, imaginés vers 1700 par le premier propriétaire. Nous avons été dans la garrigue chercher des petits buis comme ça. Et voilà ce que ça devient maintenant. Donc il faut désherber beaucoup au début. Et puis après il faut tailler régulièrement. Et ça c'est un travail de Romain. Je crois qu'on n'atteint jamais la perfection, mais on peut faire mieux. Il y a encore beaucoup à faire, il y a encore à planter. C'est sans fin. Bienvenue à Flaugergue et merci de nous rendre visite. Ce lieu est habité, accueillant. Vivre à Flaugergue incite à la polyvalence. Jardinière le matin, la maîtresse de maison devient guide l'après-midi. Le château ouvre ses portes tous les jours en été. Brigitte de Colbert invite les visiteurs à pénétrer dans son univers. Les gens ont quelquefois du mal à imaginer qu'on vit dans les salons, qu'on déjeune dans la salle à manger, que c'est la chambre d'amis. C'est bien leur montrer que Flaugergue, ça n'est pas un musée, c'est un endroit où il y a une vie. Et je crois que les visiteurs aiment beaucoup, parce que beaucoup de châteaux sont sans vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui habite. Flaugergue vit, Flaugergue se goûte. Situé sur l'un des 12 terroirs des coteaux du Languedoc, le château possède un vignoble de 30 hectares. Henri de Colbert s'y consacre depuis plusieurs années, organisant ainsi une synergie entre les visites du château et les dégustations au caveau. Oui. Donc il n'y a pas de bon vin dans l'absolu, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Ça c'est pour les rôtis, le gibier, etc. Par exemple. Ce que j'aime faire partager avec les dégustateurs qui viennent ici, c'est un petit peu de connaissances pour essayer de mieux connaître et donc mieux aimer le vin. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de regarder sa robe ou de sentir ses arômes, mais il s'agit d'utiliser tous ses sens. Henri de Colbert élève son vin soigneusement. Avec 4 rouges, un blanc et un rosé, il mise sur la diversité. Moi je dis toujours que le vin c'est comme l'amour, c'est-à-dire bien mieux que l'année dernière, bien moins bien que l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on essaye chaque année de progresser dans tout ce qui dépend de nous, en particulier la façon de cultiver la vigne. La vigne, les jardins, le château, Flaugergue se veut un lieu de vie où l'équation travail de l'homme plus nature aboutit à la culture sous différentes formes. Je dis souvent que je suis aujourd'hui le gardien de ce patrimoine qui est le vôtre. C'est votre patrimoine que j'essaie d'entretenir et d'animer. Et qu'après moi, il y aura sans doute mes enfants, mais peut-être d'autres personnes. Donc l'important, ce n'est pas que ce soit mes enfants ou ma famille. L'important, c'est que ce soit un lieu animé. Ouvrir le château sur l'extérieur, le projeter dans l'avenir et l'embellir, c'est un défi, une invitation à goûter le plaisir. On attaque là. Oui, on va attaquer la bleue. Je sais pas, la géranium est faite? Je sais pas. Tu regardes. Il y a une ambiance de famille qui fait que dans la maison, c'est toujours une maison de famille. Vous avez fait la Louis XV, Solange? Oui. C'est fait.
Non, on fait la bleue. Moi, je suis serveuse, je fais les poubelles, je fais l'accueil, je parle de la généalogie de la famille. En fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est garder la maison et de ne pas vendre les grands-parents qui sont enterrés au fond du parc, parce qu'il y a quand même 4 générations enterrées au fond du parc. Et ça, ils resteront là tant que je serai là. Chaque génération se doit de garder cette maison. On se pose pas de problème, on se pose pas de questions. Il faut qu'ils restent là, on les vend pas. Point final. Bon, elle y va avoir... Branle-bas de combat des chambres à la cuisine. Ce soir, on attend une dizaine de personnes, les hôtes. Ils arrivent d'en dehors, il faut faire un peu château, que la soupe, ils vont dire on a sopa et nadamas. Je crois qu'un petit foie gras aurait été sympa aussi. Tandis que les maîtres de maison ont installé leur bureau près de la cuisine, le salon est loué pour des séminaires. Sommeliers et marmitons se transforment en déménageurs. La chambre d'hôte, cela fait 20 ans qu'elle se pratique ici, question de rentabilité. Et puis Marie-Christine est venue épauler sa mère. Celui-là, c'est le bon. J'ai été navigante à Air France, 29 ans. Et j'ai eu l'idée, comme j'étais sur Boeing 747, tous les débuts, on ne faisait que New York et Montréal. J'ai eu l'idée de trouver les Américains, le dollar valait 11 francs 50. Et les Américains sont venus accueillis par maman comme chez des amis. Claude, son mari, est un ancien navigant lui aussi. Tous deux ont décidé de prendre un nouvel envol. Dans les communs, ils comptent ouvrir prochainement un hôtel de 15 chambres avec 2 restaurants. Il y a 5 ans qu'on travaille sur ce dossier et le chantier a commencé il y a maintenant 2 ans. C'est un peu la période des réglages et c'est assez stressant. Petite projection dans l'avenir. Le service en chambre, l'ascenseur, la climatisation, la télévision, tout ce qu'il ne faut pas y avoir dans une chambre d'hôte. Une chambre d'hôte, il ne doit pas y avoir de clé, il ne doit pas y avoir de télévision, il ne doit pas y avoir de téléphone. Dans les communs, il y aura tout ça. C'est super. Bien sûr, il y en a qui nous ont dit, mais vous vous rendez compte, à votre âge et tout, vous avez la retraite d'Air France, vous êtes... Ben oui, mais si vous voulez, pour nous, se lancer dans ce projet, c'est revivre, c'est une autre vie, effectivement, c'est gonflé, mais je pense que ce n'est pas inconscient. Et c'est faire vivre les communs, parce qu'il faut quand même savoir qu'ici, il y avait le trou sur la toiture, hein. Il n'y avait rien, tout était tombé en ruine. Bonjour, c'est pas chaud chez vous, hein? Oh, et chez vous, il fait chaud? Retour dans la maison principale, les voici, ces fameux Andorrans. Sympathique et lucratif, l'accueil international a aussi ses servitudes. L'avion arrivé à destination, on posait les valises, c'était terminé. Là, on est au cœur de notre outil de travail. Hola, buenas tardes. En permanence, on est sollicité par des coups de téléphone à minuit, 1h du matin. C'est ma fille maintenant qui s'occupe. Les gens nous disent, mais vous avez de la chance, vous vivez dans un cadre merveilleux. Le seul problème, c'est que on se rend disponible quasiment à H24. Je m'appelle Olivier de Lorgeril, j'ai 32 ans et je suis à la 19e génération, le descendant direct de Jean Dubreuil, puisque la Bourbancais a cette particularité d'être toujours resté dans la même famille depuis son origine. Une stabilité exceptionnelle. Depuis 1583, date de pose de la première pierre, la Bourbancais n'a jamais été vendue. C'est pourquoi les Lorgeril y sont viscéralement attachés. C'est ma maison, c'est ma vie. Tous mes ancêtres sont enterrés depuis 450 ans dans la chapelle familiale. Mes grands-parents, ils m'ont parlé beaucoup de cette fameuse chaîne familiale. Je n'étais qu'un maillon. Et à la fois un maillon, c'est tout et rien. Si un maillon est faible et qu'il casse, toute la chaîne se brise. Mais ce qui est joli, c'est pas tellement le maillon, c'est surtout la longueur de la chaîne. Ce principe d'éducation, le jeune comte l'a fait sien. Il souhaite à son tour le transmettre à ses propres enfants, une façon pour lui d'être fidèle à ses convictions. Pas un jour sans que le maître des lieux ne songe à faire davantage pour la renommée de sa maison et être ainsi reconnu comme un maillon fort de la lignée Lorgeril. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au domaine de la Bourbancais. Nous allons vous présenter la meute de l'équipage du château de la Bourbancais. Cette animation se déroulera ici devant vous. C'est pour se distinguer et ne pas être un château parmi tant d'autres que la Bourbancais a créé ce spectacle de